Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Sénatorial, jour J-6, c'est dimanche que la moitié de la Haute Assemblée doit être renouvelée. Si la République En Marche a peu de chances de sortir gagnante de ce scrutin, elle a néanmoins réussi à diviser droite et gauche qui partent en ordre dispersé. C'est le cas en Seine-Saint-Denis, reportage à suivre. Semaine sociale à haut risque pour l'exécutif, la contestation monte et pourrait faire tache d'huile. 2 manifestations sont prévues avant la présentation des ordonnances en Conseil des ministres. Aujourd'hui, les routiers étaient mobilisés, alors va-t-on vers une coagulation des mécontentements? Le débat dans un instant. Les premières mesures du plan climat dévoilées dans Libération, Nicolas Hulot prône une extension de la prime à la casse et la mise en place d'un chèque énergie. Pour le ministre de la Transition écologique, il s'agit de mesures concrètes pensées pour les plus modestes. Analyse et réaction dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. L'horizon social du président de la République s'assombrit chaque jour un peu plus. Les appels à défiler ou à faire grève se multiplient. 2 manifestations auront lieu cette semaine. Le spectre d'une coagulation des conflits sociaux est pris très au sérieux par l'exécutif. Ce matin, ce sont les routiers qui, à leur tour, ont voulu dire leur colère contre la loi travail. Héloïse Grégoire. C'est au tour des routiers de monter au créneau contre la loi travail. Lille, Calais, Rouen, à l'appel de la CFDT et CFTC, des opérations escargots se sont organisées aujourd'hui partout en France. Une centaine de manifestants se sont rassemblés ce matin devant le ministère du Travail. Une délégation a été reçue par le cabinet de Muriel Pénicaud avec comme mot d'ordre être entendu. On n'est pas ici pour rien. Alors, ou c'est un retrait de ces ordonnances, ce qui serait magnifique, les 3 ordonnances qui nous posent vraiment des problèmes, ou alors c'est un aménagement au niveau du transport spécifique à nous qui permettrait au moins que dans les TPE-PME, on ne puisse pas laisser tout faire parce qu'on ne comblera pas les emplois de cette façon-là, malheureusement. Ce n'est que le début, les syndicats de routiers lancent 2 appels distincts. Lundi prochain, c'est au tour de la CGT et FO de manifester, soulignant un front syndical désuni. C'est vrai que la CFDT aujourd'hui, on est dans la rue. Bon, c'est vrai que tous les syndicats ensemble, ce serait peut-être mieux, mais bon, c'est déjà un premier pas, hein. Les appels à faire grève se multiplient. L'exécutif se prépare à faire face à une coagulation des conflits sociaux. Jeudi 21 septembre, la CGT avec Solidaire et la FSU prendront à leur tour le relais. La France insoumise sous la bannière de Jean-Luc Mélenchon défileront à leur tour samedi prochain. Le leader du parti parie sur une multiplication des colères pour créer un effet boule de neige. Et on en sait désormais un peu plus sur le plan climat que Nicolas Hulot veut mettre en place pour respecter l'accord de Paris. Parmi les premières mesures annoncées, une prime de conversion des véhicules polluants, un chèque énergie ou encore un coup de pouce pour changer sa chaudière au fioul. Samia Dechir. C'est aux ménages les plus modestes que Nicolas Hulot a réservé les premières mesures de son plan climat. Les conditions de la prime à la casse d'abord changeront dès 2018. Cette aide de 500 à 1000 euros sera étendue à tous les ménages propriétaires d'un vieux véhicule polluant. Elle pourra être obtenue pour l'achat d'un véhicule d'occasion récent et portée à 2000 euros pour les ménages non imposables. Deuxième annonce, le chèque énergie. Ce dispositif avait été testé dans 4 départements pour aider les ménages modestes à payer leurs factures énergétiques. Il sera étendu à toute la France pour bénéficier à 4 millions de ménages. Son montant devrait augmenter jusqu'à 200 euros par an en moyenne. Des mesures jugées encore insuffisantes pour les associations de lutte contre le changement climatique. Les associations de précarité énergétique nous disent qu'il faut un chèque énergie d'environ 600 euros. Donc même à 200 euros plus tard, ça reste insuffisant. Ensuite, par exemple, sur les transports, c'est vrai que certaines personnes peuvent avoir besoin d'aide pour changer de véhicule, mais il nous paraît aussi essentiel de vraiment repenser notre système de mobilité et pour cela de mettre en place des aides pour passer à un autre type de déplacement. Autre volet du plan climat, le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Cette aide aux travaux d'isolation d'un logement est aujourd'hui versée sous forme de crédit d'impôt, soit 1 an après la fin des travaux. De quoi dissuader les propriétaires les plus modestes. Elle sera désormais accordée sous forme de prime dès la fin des travaux, à partir de 2019. La 4e mesure concerne les certificats d'économie d'énergie. Une aide sera versée aux ménages les plus modestes équipés de chauffage au fioul. Ils pourront toucher jusqu'à 3 000 euros pour acquérir un équipement moins polluant.
Agnès Buzyn, ministre de la Santé en première ligne sur plusieurs dossiers comme le lévothyrox ou les vaccins obligatoires, a lancé aujourd'hui une concertation sur les grands chantiers de son ministère. Parmi eux, un plan de lutte contre les déserts médicaux. On l'écoute. L'enjeu, c'est de donner une ossature à nos politiques de santé dans les 5 ans qui viennent. Donc cette ossature, c'est ce qu'on appelle la stratégie nationale de santé. Ça permet de mettre tout le monde en ordre de marche sur les grands défis qui sont prioritaires pour le ministère. Il y en a 4. C'est la prévention, le vrai virage de la prévention. Le deuxième défi, c'est les inégalités d'accès territorial ou social d'accès aux soins. Le troisième défi, c'est la qualité et la pertinence des soins. Et ça passe par des enjeux de tarification, notamment d'arrêter de tarifer uniquement l'activité à l'hôpital, mais de tarifer les bonnes pratiques, les parcours, les forfaits. Et puis le quatrième axe, c'est comment développer, déployer et financer l'innovation. Marlène Schiappa a-t-elle parlé trop vite? La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes est revenue hier sur l'extension de la PMA à toutes les femmes, laissant planer le flou autour du calendrier de cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Fabien Recker. C'était un engagement du candidat Emmanuel Macron qui semble aujourd'hui embarrasser le gouvernement. Après le ministre de l'Intérieur hier, ce matin, c'est la porte-parole de La République En Marche qui botte en touche sur l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens. Moi, j'étais de ceux qui ont manifesté pour le mariage et je me souviens à quel point ça a fracturé la société, ça a libéré beaucoup la parole homophobe. Je ne suis pas certaine qu'on ait envie de revivre ça. C'est pour ça qu'il faut que la concertation ait lieu et que le débat se passe de manière sereine, qu'on entende l'ensemble des positions. Entendre toutes les sensibilités, chez les défenseurs des droits LGBT, les atermoiements de l'exécutif passent mal. Emmanuel Macron, ce gouvernement est capable de dire c'est une discrimination intolérable, mais il faut temporiser, il va falloir se concerter, il n'y a pas de débat à avoir, il y a une discrimination à laquelle il faut mettre fin. Débattre plutôt que trancher, pour les associations, le gouvernement prend un risque, laisser à nouveau se libérer une parole homophobe, comme lors des manifestations contre le mariage homosexuel. Mais pour les opposants à la PMA, la question n'est pas là. Le cœur de la question n'est pas celle des adultes, elle est celle de l'enfant. Encore une fois, concentrons-nous sur le vrai sujet. Qui est concerné par la PMA? Qui est conçu par la PMA? C'est l'enfant. Un projet de loi pourrait être présenté lors d'états généraux de la bioéthique en 2018. Le sujet a en tout cas des allures de piège politique pour le gouvernement, qui se souvient des cortèges de la Manif pour tous. On en vient à présent à notre page consacrée aux élections sénatoriales. À 6 jours du scrutin, on va s'intéresser aujourd'hui aux femmes. Elles n'ont jamais été aussi nombreuses à se présenter. Mais est-ce que cela va favoriser la parité? Alors rien n'est moins sûr. Pour en parler, Tam Trani nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Tam. Bonjour pour commencer, pour comprendre les enjeux de ce scrutin, mais aussi la place des femmes, un petit retour en arrière. Et oui, on va d'abord commencer par jeter un œil aux statistiques depuis l'entrée des femmes au Sénat, c'est-à-dire depuis 1946. Vous le voyez, en 1946, il y avait 6,7% de femmes, seulement 1,4% en 1971, 10,9% en 2001, 16,9% en 2004, 21,8% ensuite en 2011 et 25% en 2014. Alors finalement, ce que l'on constate, c'est que ça n'avait pas si mal commencé que cela avec ces 6,7% en 1946, puisqu'ensuite ça n'a cessé de décroître jusqu'en 1971. Il n'y avait que 4 femmes à l'Assemblée, un taux de 1,4% à l'époque. Et ensuite, si on regarde un œil dans les années 2000, eh bien, cela augmente au fur et à mesure, notamment à partir de 2001. Et c'est là l'effet de la loi de 2000 sur la parité. Que disent, Tam, les lois sur les élections sénatoriales, ces lois sur la parité? Alors d'abord, je viens d'en parler, la loi du 6 juin 2000, elle prévoit qu'il doit y avoir un égal accès des hommes et des femmes au mandat électif. Et s'agissant des élections sénatoriales, elle s'applique aux départements élisant leurs sénateurs au scrutin proportionnel et prévoit que les listes doivent alterner un homme et une femme. Et pensez qu'il a fallu attendre 13 ans, 2013, pour que la parité s'applique aux départements élisant leurs sénateurs au scrutin majoritaire, uninominal. C'est en 2013 que la loi prévoit que les binômes candidats suppléments seront également paritaires. Mais aujourd'hui, il y a seulement un quart de femmes sénatrices. On est loin de la parité. Est-ce qu'on peut s'attendre à mieux cette année? Eh bien, à première vue, on pourrait l'imaginer puisqu'on a l'impression que la parité est plutôt bien respectée au niveau des listes cette année. En effet, il y a 909 femmes sur 1996 candidats au total, soit environ
45% de femmes qui sont candidates. Mais ce qui est intéressant, Tam, c'est bien si on s'intéresse à la place des femmes, elles ne sont pas toujours en position éligible. Et là, effectivement, c'est là que le bas blesse. Si vous prenez par exemple le scrutin majoritaire, je rappelle que 19 départements sont concernés, eh bien vous avez seulement 43 femmes sur 180 candidats au total, ce qui fait moins d'un quart, 23,8% de femmes candidates. Et pareil, si on prend le scrutin proportionnel, le scrutin de liste, environ 25 départements sont concernés. 64 femmes sont tête de liste contre 184 hommes tête de liste. Donc pareil, seulement un gros quart, c'est-à-dire 25,8% des femmes sont tête de liste. On peut donc penser qu'au mieux, on aura un quart de femmes élues. En tout cas, on sera loin, très loin de la moitié. Et au niveau des partis, qui sont les bons, qui sont les mauvais élèves, Tam ? Si on fait le palmarès des partis sur la première marche, on trouve les écologistes. C'est le seul parti à présenter plus de femmes tête de liste que d'hommes. Suit La République En Marche, qui a à peu près un tiers de femmes qui sont dans de bonnes places éligibles, tête de liste par exemple. Suivant ensuite le Parti communiste, le Parti socialiste, l'UDI. Et enfin, ce sont les Républicains qui ferment la marche avec environ 15% de femmes qui sont à de bonnes places. Merci beaucoup, Tam. On va suivre à présent la campagne des sénatoriales, mais cette fois vue du terrain. Aujourd'hui, on s'intéresse au département de la Seine-Saint-Denis, un département dans lequel droite et gauche partent en ordre dispersé. C'est un reportage de Cécile Sixou. La rose a perdu ses couleurs. Ce jour-là, au siège de la Fédération de Seine-Saint-Denis, le sénateur PS sortant Gilbert Roger s'occupe des derniers détails. Voilà. Pourtant, il le sait déjà, sa liste ne fera pas aussi bien qu'en 2011. Les socialistes et les écologistes ont perdu un nombre important de villes, donc de grands électeurs. Et dans nos calculs, on ne pourra pas renouveler l'élection de 3 parlementaires. Nous visons le fait de faire entrer 2 sénateurs au scrutin du 24. Cette place perdue par la gauche, le sénateur LR Philippe Dallier compte bien la récupérer. Ce jour-là, dans la mairie de Livry-Gargan, un fief de la droite, il vient convaincre. Qu'est-ce que sera la majorité sénatoriale au lendemain du 24 septembre ? Car le dépôt, à la dernière minute d'une liste dissidente portée par Éric Raoult, l'inquiète. Le risque, effectivement, s'il y avait éparpillement des voix, ça serait que nous retrouvions 4 sénateurs de gauche. Et ça, j'espère effectivement l'éviter, parce qu'il faut conforter cette majorité sénatoriale. Autre incertitude, l'adhésion de certains grands électeurs à La République En Marche. Une dispersion de l'électorat dont pourrait aussi pâtir le sénateur UDI sortant Vincent Capo-Canella. Lui s'abstient de faire des prévisions car son siège est en jeu. Il mise surtout sur son expérience pour séduire les élus locaux. Moi, dans cette campagne, je déroule mon programme, j'explique ce que j'étais amené à faire, mais je ne parle pas forcément des autres concurrents. Donc chacun est candidat. Voilà, je suis ancré dans ce département. J'ai l'habitude de travailler avec l'ensemble des élus. C'est sur ça que je me concentre, pas sur le reste. Salut. Salut. Ça va? Celui que tous redoutent, c'est lui, Patrick Toulmé. Le candidat LREM est président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis et proche du président de la République. En 2016, Emmanuel Macron avait choisi son centre de formation pour annoncer sa candidature. Bien implanté dans le département, il compte sur son réseau pour créer la surprise. J'ai beaucoup de gens qui me rejoignent, qui sont encartés aujourd'hui LR, qui sont encartés UDI. Et c'est logique. Et ils savent le travail que je faisais. Et j'en ai certains d'ailleurs qui m'ont dit, moi je ne viens pas épouser le parti LR, je sais le boulot que vous faites sur le département et vous m'intéressez pour ça. Parce qu'ils savent que depuis 15 ans, je m'occupe des jeunes, je m'occupe des chômeurs, je fais du concret. Elle aussi compte bien profiter des divisions. La sénatrice sortante, Éliane Assassi, est ce jour-là dans un fief communiste, la mairie d'Aubervilliers, pour présenter ses colistiers. Une équipe rajeunie grâce à laquelle elle espère décrocher un second siège. Suite aux élections législatives et présidentielles, le Parti socialiste n'est pas en grande forme. La République En Marche ne l'est pas plus. La droite non plus. En fait, nous sommes la seule force politique à être bien dans sa tête et bien campée sur ses jambes. Voilà. Et ça, c'est un atout aussi. Nous ne sommes pas divisés. Enfin, dans ce département, la candidature d'Anina Chouchou.
Poussée par les associations locales et la sénatrice sortante Aline Archimbaud, cette avocate rom de 27 ans a vécu dans des bidonvilles. Elle s'engage pour défendre les plus démunis. J'ai décidé de lancer cette candidature au Sénat et cette liste indépendante Notre Avenir au sénatorial parce que j'ai été poussée en fait par les gens avec qui je travaille, les militants, les gens qui souffrent au quotidien et qui ont vu dans cette candidature, dans le fait de pouvoir être représenté, une personne qui pourrait porter leur voix, qui pourrait porter leur combat. Et c'est en réalité cette énergie et cet enthousiasme qui m'a décidé à y aller. Au total, dans le département de la Seine-Saint-Denis, 10 listes ont été déposées. Cécile Sixou nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Cécile, alors vous revenez de Seine-Saint-Denis, on vient de voir votre reportage. 10 listes pour 6 sièges en Seine-Saint-Denis, c'est rare. Est-ce que l'arrivée d'En Marche a déboussolé les partis traditionnels ? Oui Delphine, on s'attendait au dépôt de 8 listes maximum en Seine-Saint-Denis. Et le jour du dépôt des candidatures, surprise, à gauche et à droite, il y avait 2 listes dissidentes. C'est un petit peu symptomatique de ces élections sénatoriales où dans toutes les circonscriptions, on voit fleurir des listes dissidentes. Ouais, alors quelles sont ces listes, Cécile ? Alors à droite, j'en ai parlé dans le reportage, il y a une liste déposée par Éric Raoult. Cet ancien ministre de Jacques Chirac a longtemps été l'homme fort de la Seine-Saint-Denis à droite, mais ces dernières années, il a fait une véritable descente aux enfers et il a tout perdu, ses mandats et ses fonctions. Donc il fait un petit peu son comeback et du coup, même s'il n'a pas beaucoup de chance, il inquiète le sénateur investi par les Républicains, Philippe Dallier. Ouais. Et à gauche, Cécile ? Alors, à gauche aussi, il y a une liste dissidente qui a surpris tout le monde. Elle est conduite par une proche de Benoît Hamon, Aïssata Seck. Elle est adjointe à Bondy et elle revendique, elle, le renouvellement. Ça traduit une chose, la primaire du Parti socialiste entre Hamon et Valls a laissé des traces. Et Gilbert Roger, lui, le sénateur sortant, donc le sénateur investi par le Parti socialiste, craint pour sa part un éparpillement des voix de gauche. Et il pensait vraiment avoir 2 sièges sûrs, mais là, il ne pourrait en avoir plus qu'un seul. Merci beaucoup Cécile pour toutes ces explications. Alors il y a quelques jours des élections sénatoriales, quel rôle pour le Sénat, souvent méconnu du public? Il est le représentant des collectivités territoriales et se veut un balancier stabilisateur, selon Gérard Larcher, le président de la Haute Assemblée, pour qui le bicamérisme est un élément d'équilibre. Alors avant d'en parler avec mes invités, les explications de Quentin Calmy. C'est une constante ces dernières semaines pour Gérard Larcher. À chaque fois qu'il est interrogé sur une future victoire des Républicains aux élections sénatoriales, il rappelle systématiquement les enjeux pour la stabilité des institutions. La vision que j'ai du Sénat, c'est celle d'un balancier stabilisateur des institutions qui assure l'équilibre des territoires et sa représentation. Les élections sénatoriales seraient ainsi un enjeu en termes d'équilibre des pouvoirs, car avec les élections législatives, une importante vague en marche s'est emparée de l'Assemblée nationale, non sans quelques couacs au démarrage. Il n'en fallait pas plus pour que les sénateurs défendent leur expérience. Une session extraordinaire agitée en juin, juillet et en août dernier, et qui a vu le vote de plusieurs textes majeurs. Avec le projet de loi sur le terrorisme, le Sénat s'est voulu comme le garant des libertés publiques. Nous cherchons le bon équilibre entre la sécurité et les libertés individuelles. C'est notre marque de fabrique quand nous fabriquons la loi. Mais sur d'autres textes, comme celui sur la moralisation, des tensions sont nées entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Dans ce cas de figure, lorsque les 2 versions diffèrent entre l'Assemblée et le Sénat, c'est bien la Chambre basse qui dispose du dernier mot. Mais sous la Ve République, une exception demeure, la révision de la Constitution. Pour entrer en vigueur, elle doit être votée par les 3/5 des suffrages exprimés dans les 2 chambres du Parlement réunies en Congrès. C'est donc là l'enjeu majeur des prochaines élections sénatoriales, avec cette question cruciale: sur combien de parlementaires l'exécutif pourra-t-il compter pour modifier la Constitution ? Et on ouvre tout de suite le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Bertrand Mathieu, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit à l'Université Paris 1, merci d'être avec nous. Jean-Philippe Derozier est également sur ce plateau. Bonjour, constitutionnaliste, professeur agrégé des facultés de droit, Université de Lille. Et vous êtes aussi consultant en droit public. Merci d'être avec nous. Jean-François Beige est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef du Courrier du Parlement. Et j'accueille Samuel Le Goff, bonjour, journaliste à Contexte, vous êtes spécialiste des questions
parlementaire. Première question pour vous, Bertrand Mathieu. On vient d'entendre Gérard Larcher définir en quelque sorte le Sénat comme un balancier stabilisateur. Est-ce que c'est une bonne définition selon vous? Oui, je crois tout à fait. Le Sénat français a cette particularité d'être probablement à la fois une anomalie et une nécessité. Pourquoi une anomalie? Parce qu'en général, on a deux raisons d'avoir deux chambres. La première est la tradition d'une chambre haute et d'une chambre basse dans un système monarchique, ce qui n'est bien entendu pas le cas. La deuxième raison, c'est dans un État fédéral où il y a une chambre qui représente les États. Nous ne sommes ni dans une monarchie, ni dans un État fédéral, et pourtant nous avons une deuxième chambre qui est le Sénat. Mais je crois en effet que ce Sénat est un élément d'équilibre, et peut-être on y reviendra, dans un système où le quinquennat conduit à ce qu'il y ait une concordance presque automatique, tout au moins en principe, entre le président et la majorité à l'Assemblée nationale. Il est probablement plus nécessaire que jamais pour l'équilibre des pouvoirs qu'il y ait une autre chambre qui obéisse à une logique différente et qui notamment ne soit pas soumise au même calendrier. La différence des temps entre le temps du Sénat et le temps de l'Assemblée nationale est probablement un élément essentiel de l'équilibre des pouvoirs. Jean-Philippe Desrosiers, est-ce que le rôle du Sénat est amené à évoluer, je dirais, dans la Macronie? Non. Non, le Sénat a toujours été, depuis la Ve République et même avant, une chambre d'opposition. Et il le restera. La seule évolution possible serait qu'au contraire cette opposition se renforce au lendemain des élections sénatoriales, parce que à l'Assemblée nationale, la majorité soutenant le gouvernement est assez large. Déjà, son groupe est important, mais il y a un certain nombre d'autres groupes qui le soutiennent, le MoDem, les Républicains constructifs, des voix à gauche qui ne sont pas frontalement opposées au gouvernement. Et il est donc possible que l'on voit émerger au Sénat une opposition politique bien plus présente que par le passé. Mais le Sénat a toujours été une chambre d'opposition, de tempérament, même lorsqu'il y a un gouvernement et un Sénat de même couleur politique, les voix du Sénat n'hésitent pas à aller à l'encontre de la politique voulue par le gouvernement, en amendant ces textes contre l'avis du gouvernement, en faisant évoluer le processus législatif, ce qui ne conduit pas à des heurts et à des crises entre l'Assemblée nationale et le Sénat, parce que très fréquemment, l'Assemblée nationale tient compte des positions du Sénat qui éclairent d'un œil nouveau ce processus législatif. Et j'ajouterais un point par rapport aux propos de mon collègue Bertrand Mathieu, c'est que moi je vois trois raisons au maintien et à l'existence d'un Sénat et d'une deuxième chambre. Une raison logique, biologique et chronologique. Logique, il y a une représentation nationale. La nation, c'est le peuple et quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre se trouve représenté dans la seconde chambre, et en France, on a décidé que c'était les entités territoriales. La raison biologique, c'est qu'il y a toujours plus d'idées dans deux têtes que dans une. Et donc faire les lois avec deux têtes, deux chambres, renforce la qualité de la loi. Et la raison chronologique, enfin, c'est que justement, par la navette législative, on prend le temps de faire la loi, et il faut en finir avec cette idée qu'une bonne loi est une loi faite à la va-vite, est une loi immédiate, car la concomitance entre une loi pensée et une loi décrétée, c'est la dictature. Et en démocratie, il faut la maturation législative, il faut le temps de produire une loi. La deuxième chambre vient compléter cela. Ouais, Jean-François Beige, c'est une chance finalement pour le Sénat d'avoir eu cette vague, La République En Marche, qui a déferlé sur l'Assemblée nationale? Ah oui, bien sûr, parce qu'elle va justement renouer avec cette tradition d'opposition dont on parlait. On a eu un très bon exemple de la tradition d'opposition du Sénat avec ce qui s'est passé en 2011, c'est-à-dire que avec un président de gauche, M. Jean-Pierre Bel, ami du président élu en 2012, on pensait qu'on allait avoir un Sénat complètement aligné sur l'exécutif présidentiel. Eh bien, pas du tout. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça, bien avant les frondeurs de l'Assemblée nationale, les socialistes, surtout les communistes alliés aux gaullistes, ont donné beaucoup de fil à retordre à M. Hollande et au Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Et les écologistes. Et les écologistes. Ce qui fait qu'on est vraiment dans cette tradition d'opposition, et je pense que par rapport à En Marche, ça sera pareil, je crois. Samuel Le Goff, est-ce qu'il y a quand même peut-être une évolution ou une inquiétude à avoir du côté des futurs sénateurs qui vont être élus, qui vont venir s'ajouter à ceux qui ne sont pas renouvelables dans ce Big Bang institutionnel dont on a pu voir un peu les contours lors du congrès de Versailles, lors de l'allocution du président de la République? Va arriver la question de la réduction du nombre de parlementaires, donc les sénateurs seront également touchés. Et là, effectivement, on est devant un grave problème, c'est quand on réduit le nombre de postes, qui part. Ensuite, quand est-ce que se fait ce renouvellement, puisque le Sénat étant renouvelé par moitié,
Est-ce qu'on le fait en une seule fois, en 2 fois? Sur quelle base électorale? Sur quel mode de scrutin également? Donc tout cela va sans doute agiter beaucoup les sénateurs, parce que dès qu'il s'agit de la survie de son propre poste et de l'équilibre de l'institution, ça prend le pas sur beaucoup d'autres choses. Donc je pense que ça va être le sujet majeur des 3 prochaines années. Alors ensuite, les nouveaux et les anciens seront logés à la même enseigne. Je ne pense pas qu'il y aura des survivants plus dans une série que dans l'autre. Mais effectivement, le sujet ne sera peut-être pas la politique de l'opposition à Macron en général, mais la résistance par rapport au changement. Bertrand Mathieu, est-ce que le Sénat est quand même amené à évoluer dans sa fonction, justement, dans ce Big Bang institutionnel, dans ce nouvel équilibre institutionnel qu'appelle de ses voeux le président de la République? Écoutez, je pense qu'il évolue aussi avec la manière dont le rôle du Parlement évolue, qui est une fonction essentiellement de contrôle du pouvoir gouvernemental, qu'il soit exercé par le président ou par le gouvernement. Et je crois qu'il y a un enjeu fort dont on a parlé dans cette affaire, c'est la question de la révision constitutionnelle. Je crois que de ce point de vue, les institutions telles qu'elles ont été interprétées par la pratique sont bien faites. C'est-à-dire que le Sénat peut empêcher une révision constitutionnelle, et bien entendu, il y a dû y avoir dans l'esprit des membres de l'exécutif cette pensée de savoir si on aurait la majorité des 3/5 dans les 2 assemblées qui permettrait de réviser la Constitution, puisqu'il y a des projets dans l'air. Mais je crois qu'en fait, il y a aussi une interprétation de la Constitution qui, personnellement, me semble tout à fait pertinente, c'est le fait de pouvoir surmonter l'opposition du Sénat en recourant directement au référendum. Et donc, en fait, il y a un verrou, mais un verrou qui n'est pas insurmontable, qui est celui du Sénat pour la révision constitutionnelle. Mais je crois par ailleurs qu'il faut éviter aussi une réforme du Sénat qui conduirait à aligner le Sénat sur l'Assemblée nationale. S'il y a deux assemblées, qui à mon avis représentent d'ailleurs l'une et l'autre la nation, mais de manière un peu différente, s'il y a 2 assemblées, il faut qu'elles soient élues d'une manière un peu différente et qu'elles aient une fonction un peu différente, et je crois que c'est le cas, et la tentation de trop aligner serait à mon avis pernicieuse pour le Sénat lui-même. Alors on a écouté tout à l'heure Gérard Larcher qui donnait sa propre définition de cet équilibre institutionnel, de ce qu'est aujourd'hui le bicamérisme. Je vous propose d'écouter Édouard Philippe à présent, le Premier ministre, qui évoquait le rôle du Sénat. On l'écoute. Le bicamérisme prend plus encore son sens aujourd'hui qu'hier. D'un côté, nous avons une Assemblée nationale profondément renouvelée. Et ce renouvellement était nécessaire. Il était voulu par les Français, il a été démocratique, clair, il est une chance pour notre pays. Mais de l'autre, nous avons un Sénat où siègent des élus par des élus. Des élus qui connaissent mieux que quiconque la réalité des territoires de la République. Des élus qui incarnent une expérience des territoires et du processus législatif. Jean-François Beige, est-ce que vous pensez que dans les années à venir, le Sénat va justement devoir mettre l'accent sur son autre fonction? Ça a été rappelé, le contrôle de l'action du gouvernement, mais aussi la représentation des territoires. Ce qui va changer beaucoup de choses, c'est l'interdiction du cumul des mandats. À l'Assemblée nationale, on risque, alors c'est pas moi qui le dis, on entend beaucoup dire qu'on risque d'avoir des députés hors sol. Au Sénat, ils sont aussi, les sénateurs sont touchés par le non-cumul des mandats, mais ils ont, par tradition, ils sont issus des territoires ruraux, ils sont issus d'un autre mode d'élection, et je pense que ça va faire beaucoup de bien au Parlement face à des députés hors sol, j'en sais rien, ils ne le seront peut-être pas, d'avoir cette espèce de base terrienne, rurale, des élus du Sénat et avec toute une tradition de représentation des collectivités territoriales, notamment lorsque les collectivités territoriales sont en jeu, c'est-à-dire lorsqu'il y a un texte qui les concerne. On voit le Sénat se lever. Jean-Philippe Derozier, peut-être sur ce point. Oui. Pourquoi ne pas profiter de après le renouvellement du Sénat, de ce débat institutionnel qui débute là. Après-demain, François de Rugy va présenter son groupe de travail sur la réforme de l'Assemblée nationale. D'ici au mois d'octobre, Gérard Larcher, François de Rugy et Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, vont présenter des propositions à Emmanuel Macron sur la réforme constitutionnelle. Pourquoi ne pas profiter de ce moment pour entamer une profonde réflexion sur la réforme du Sénat? Bertrand Mathieu, en introduction, disait que c'est une anomalie, en référence peut-être à ce qu'avait dit Lionel Jospin en ce temps, une anomalie démocratique.
Pourquoi ? Parce que effectivement, le Sénat est moins représentatif que les autres institutions, notamment l'Assemblée nationale et bien sûr le président de la République en raison de son mode de scrutin. À l'époque où l'on veut un petit peu renforcer les territoires, on pourrait envisager un Sénat diminué dans ses membres, il en compte 348 aujourd'hui, on pourrait passer à 250, je crois que c'est le chiffre qui est évoqué, et qui enverrait des sénateurs qui seraient issus directement des conseils départementaux, régionaux du territoire, avec également des représentants des différentes catégories de communes en fonction de la population, ce qui renouvellerait profondément le Sénat, ce qui permettrait de mettre un terme définitif, sans le faire, au cumul des mandats. On pourrait l'interdire totalement à l'Assemblée nationale. Il serait maintenu de droit au Sénat et permettrait ainsi de le faire évoluer dans ses attributions, mais également dans ses fonctions. Et s'il devait y avoir, car il y en aurait, des difficultés à faire cela avec le Sénat, car il ne se laisserait pas faire, je ne suis pas certain qu'il existerait une majorité pour aller en ce sens, la loi organique suffit en réalité. Il n'y a pas besoin de révision constitutionnelle pour procéder ainsi, et la loi organique, elle, peut être adoptée par référendum, même sans l'accord du Sénat, ce que ne peut pas, j'ai un désaccord avec Bertrand Mathieu sur ce point, ce que ne peut pas la révision constitutionnelle, car l'article 89 impose au préalable, avant le référendum, d'avoir un accord entre les deux assemblées sur un même texte. Bertrand Mathieu sur ce point. Je crois qu'on ne va pas débattre de la révision constitutionnelle, ce n'est pas l'objet, mais on sait qu'on a révisé la Constitution selon d'autres dispositions de la Constitution, mais là n'est pas le débat. Je voudrais donner un point d'accord et un point de désaccord. Je crois en effet que le cumul des mandats, dans certaines limites, se justifierait pour le Sénat, alors que ne se justifie pas pour l'Assemblée nationale. Mais d'un autre côté, à supposer qu'il y ait une loi organique, cette loi organique obéirait à certaines règles posées par le Conseil constitutionnel. Et il faut notamment que le Sénat, dans sa composition, reste d'une certaine manière la photographie de ce que sont les collectivités territoriales. Et je crois, de mon point de vue, extrêmement important que ces territoires ruraux qui ne sont représentés quasiment par personne soient véritablement surreprésentés au Sénat pour être, d'une certaine manière, réellement représentés dans les institutions. Alors on rappelait la fameuse anomalie de Lionel Jospin. Aujourd'hui, Guillaume Tabar, dans Le Figaro, estime que l'anomalie au Sénat, c'est la représentation proportionnelle. On sait qu'il y a certains sénateurs qui sont élus au scrutin majoritaire, d'autres à la représentation proportionnelle. Est-ce qu'il faut aujourd'hui harmoniser les deux modes de scrutin, Samuel Le Goff ? Harmoniser, cela veut dire forcément dans les territoires ruraux regrouper plusieurs départements pour pouvoir faire des listes, puisque avec 2 sénateurs, ça paraît un peu compliqué. Donc de toute façon, je pense qu'on va avoir un mécano institutionnel qui va se mettre en place. On va avoir plein d'idées qui vont surgir sur quelle réforme du Sénat faut-il faire. Et il faut faire aussi attention, je pense, dans cette réforme, au traumatisme qu'a été le référendum de 1969 pour les sénateurs et pour cette maison, notamment la maison qui a la mémoire longue, notamment les fonctionnaires, et qui ont toujours cette peur qu'on conteste la légitimité du Sénat et qu'on profite d'une réforme pour finalement casser le Sénat, d'où cette très grande prudence. Et il va falloir y aller vraiment à pattes de velours si on ne veut pas braquer le Sénat, parce que braquer le Sénat et aller au référendum ensuite, Général de Gaulle l'a expérimenté, c'est pas forcément une bonne chose. En tout cas, pour le pouvoir en place, ça peut être un échec final, puisque le référendum échoue, c'est toute la réforme institutionnelle d'Emmanuel Macron qui est à mettre à la poubelle. Oui. Jean-Philippe de Rosier, ensuite Jean. Oui, je veux simplement préciser que la suggestion que je formulais tout à l'heure n'est là ni pour braquer le Sénat, ni pour le transformer complètement dans ses attributions. Au contraire, ça pourrait même contribuer à le revaloriser. Parce que si l'on interdit le cumul des mandats à l'Assemblée nationale, mais qu'on en maintient la possibilité au Sénat, je suis prêt à parier qu'il y aura bon nombre d'élus locaux qui s'intéresseront davantage au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Ceux qui souhaitent justement maintenir cette double casquette de mandat local, mandat parlementaire. Est-ce qu'il a réellement besoin d'être revalorisé, le Sénat, aujourd'hui, Jean-François ? Moi, je crois que ce que l'on n'a pas bien perçu, malgré tous les efforts de la chaîne publique Sénat, qui fait un travail remarquable, on ne perçoit pas à quel point l'institution s'est modernisée ces 3 dernières années, 4, notamment. Alors déjà, il y avait eu une révolution, c'est la fin du mandat de 9 ans, c'est-à-dire, c'est à peu près aligné sur la durée normale d'un mandat. C'était un privilège qu'avaient les sénateurs, tout à fait incompréhensible. Déjà, ça a été supprimé. Et il y a eu beaucoup de choses dans la procédure parlementaire elle-même, beaucoup d'évolutions très positives qui permettent d'avoir une
excellente transparence de la fabrication de la loi. Vous savez, Bismarck disait les lois, c'est comme les saucisses, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Eh bien, le fait de passer de l'Assemblée au Sénat, sous les yeux des chaînes d'information parlementaires, sous les yeux des sites spécialisés, des journaux spécialisés, ça permet, notamment pour quelqu'un, je sais pas, qui s'intéresse à la réforme de l'hôpital, s'il travaille à l'hôpital, ou de l'éducation nationale, s'il est professeur par DF, ça permet de voir comment se fait la loi. Et ça, c'est vraiment un apport du bicamérisme. Bertrand Mathieu. Oui, moi je suis extrêmement méfiant vers l'idée de moderniser à tout prix pour moderniser. Les meilleurs exemples que je prendrai, ça a été probablement le quinquennat s'agissant de l'élection présidentielle qui a déstabilisé nos institutions, et le motif essentiellement invoqué était de moderniser. 5 ans, c'est plus moderne que 7 ans. Donc je crois qu'il faut se méfier de ce terme. Quand on veut moderniser, il faut regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et comme vous le disiez, la modernisation du Sénat, c'est faite sans révolution, c'est faite à marche régulière, à marche réfléchie. Je crois qu'avant de trouver... En France, on a une méthode qui ne fonctionne pas, c'est qu'on trouve des solutions avant de faire un diagnostic. Le problème, c'est le diagnostic. C'est d'abord, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce qu'il y a un problème à résoudre? Mais le fait de dire chaque fois, commission par commission qui se succèdent et qui décident de moderniser, à mon avis, ce n'est pas une bonne méthode de travail. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage aujourd'hui entre l'image que peut donner le Sénat et l'appétence pour les réformes d'un Emmanuel Macron, par exemple? Oui, vous avez raison. Mais est-ce que... Il veut aller vite, alors on sait qu'il faut accélérer le travail législatif. Je suis d'accord avec vous. Si on considère qu'on est dans l'émotion et dans l'air du temps, il faut donner, dans ce cas-là, l'apparence de la réforme. Mais dans ce cas-là, réformons sur les symboles et laissons le Sénat travailler comme il le doit. Et on ne fait pas de bonnes lois. On ne fait pas de bonnes lois. Je l'ai dit, j'insiste, on ne fait pas de bonnes lois rapidement. Parfois, il faut faire une loi en temps d'urgence. Elle porte bien son nom. La loi sur l'état d'urgence du 20 novembre 2015 devait être faite dans l'urgence. Elle a été faite en 2 jours. Bon, et c'était pas une des plus mauvaises lois que pouvait compter la République. Il y avait là une situation d'urgence. Mais hormis ces cas exceptionnels, on se souvient aussi de François Hollande. Oui, mais c'est pas parce que François Hollande ou Emmanuel Macron le disent qu'ils ont forcément raison. Effectivement, on est dans une boulimie législative. On le ferait mieux de réfléchir, de se rendre compte, de faire un diagnostic avant d'apporter la solution. Et pour le Sénat, je pense qu'il y a... je suis un défenseur du Sénat. Je pense qu'il a toute sa place dans l'équilibre institutionnel. Mais je crois qu'il y a quand même une difficulté, un diagnostic qui est qu'effectivement, il surreprésente les communes, et en particulier les communes rurales, car l'essentiel de nos communes sont des communes peu peuplées. Plus de 32 000 communes ont moins de 2 000 habitants. Ça me semble relativement problématique d'un point de vue démocratique. La preuve en est, la droite a toujours été la première force politique au Sénat. Même dans la parenthèse 2011-2014, la première force politique au Sénat, c'était le groupe UMP, qui était le premier groupe du Sénat. Mais d'un autre côté, pardonnez-moi. Oui. C'est vrai, mais on a, par exemple, les zones rurales sont désindustrialisées aujourd'hui. Est-ce qu'on va les dédémocratiser en leur enlevant cette animation, ce rôle très important du contact avec le sénateur, les maires et les sénateurs? Puis il y a un énorme travail qui est fait en ce moment avec les regroupements de communes, les nouvelles communautés de communes, et les sénateurs ont leur place dans ce dispositif. C'est très important. Bertrand Mathieu. L'un des problèmes, en effet, moi je rejoins tout de suite ce qui vient d'être dit, l'un des problèmes fondamentaux, et on l'a noté, c'est la coupure entre la France parisienne, élitiste, moderne, réformatrice, et la France périphérique. Et probablement la représentation de cette France périphérique au Sénat est absolument une nécessité. Et je crois au contraire qu'il faut la maintenir. Il faut lutter contre cette coupure de la France en deux. Peut-être une réaction, Samuel Le Goff, sur aussi l'utilité de cette seconde lecture. Est-ce qu'on va pouvoir l'expliquer davantage aux habitants qui ont soif de réforme également? La seconde lecture, à mon avis, est indispensable parce que le rôle d'un Parlement, c'est d'écrire la loi. Et écrire la loi, c'est transformer une parole politique en un écrit juridique. Or, on ne peut pas faire les deux choses en même temps. Donc l'Assemblée nationale est dans la politique, donc c'est les grands débats. Mais souvent, la loi telle qu'elle sort de l'Assemblée nationale est écrite d'une manière qui fait pleurer les juristes. Et c'est le Sénat qui rétablit une bonne écriture, une remise au carré de la loi. Et bien souvent, quand le texte revient à l'Assemblée, les députés ne reviennent pas sur la manière dont les sénateurs ont retravaillé la loi. Et c'est quelque chose qui est considéré comme acquis. Et bien souvent, d'ailleurs, on entend des députés en séance
ouais, c'est pas grave, allons-y comme ça, rédigeons ça, le Sénat remettra ça en ordre. Et donc, ce double rôle est absolument nécessaire pour qu'on ait une loi qui puisse quand même être applicable derrière quand elle sort du Parlement. La qualité de la loi, on la doit essentiellement au Sénat, Bertrand Mathieu. Je crois qu'il y contribue en tout cas grandement. Finalement, on se trouve dans un système assez particulier où il y a une première écriture de la loi par le gouvernement, il y a une réécriture politique par l'Assemblée nationale, il y a une réécriture qui l'est moins par le Sénat, et puis ensuite il y a une révision, pourrait-on dire, par le Conseil constitutionnel. Et tout ce qui peut, hors des cas d'urgence qui ont été soulignés très justement, refroidir la machine à fabriquer la loi, est incontestablement un gage de qualité. Et probablement faudrait-il aussi s'intéresser au fait que tout ne mérite pas de tomber dans le domaine législatif. La loi, à force de s'occuper de questions secondaires, se dévalorise incontestablement. Et là, probablement, le ralentissement est aussi un bon mécanisme visant à la qualité de la loi. Et le Sénat y participe. Peut-être Samuel Et ce qu'on ne pointe pas assez également quand on parle du rythme législatif qui serait trop lent, c'est la responsabilité du gouvernement, qui empile les textes les uns sur les autres, qui demande à passer en urgence. Quand une assemblée commence à examiner un texte du début du passage en commission à la fin de la séance publique, il s'écoule un temps très court. Le temps long, c'est le temps entre deux lectures dans chaque chambre, parce que le gouvernement ne maîtrise pas le calendrier parlementaire comme il le voudrait, fait passer des priorités un texte avant l'autre. On apprend une semaine avant que finalement c'est tel projet de loi et non pas tel autre qui va être examiné. Donc il faut voir l'ensemble du processus de fabrication de la loi et pas se concentrer sur c'est les assemblées, c'est la faute des députés et des sénateurs. C'est aussi souvent la faute du gouvernement. C'est même principalement la faute du gouvernement qui effectivement, il y a un temps long entre deux lectures dans chacune des assemblées. Pourquoi ? Parce qu'il multiplie les textes et les textes s'accumulent et il n'y a que 24 heures dans une journée. Et c'est aussi pour ça que parfois l'adoption d'une loi prend du temps parce qu'il y a beaucoup d'autres textes et sur tous les textes qui sont déposés devant le Parlement, il faudrait s'interroger sur leur utilité réelle. Encore une fois, il y a cette boulimie législative. La loi devient un recours et n'est plus une solution. Là où la loi devrait rester la solution, effectivement, à un problème qui a été au préalable diagnostiqué. Alors Emmanuel Macron suit de très près les élections sénatoriales, nous dit-on. Est-ce que vous pensez qu'il pourra s'appuyer sur le Sénat ou est-ce qu'au contraire le Sénat sera un frein dans ces réformes ? C'est la grande inconnue du 24 septembre et du lendemain, mais on ne sait pas, il y a toujours des surprises et on ne sait pas trop ce qui va se passer sur ce plan-là. Et donc, moi je suis très circonspect. Ce que je sais, c'est que quand quelqu'un est nommé ministre, et ça a été encore le cas récemment, puisqu'il y a une équipe qui est une nouvelle équipe à Matignon et dans les ministères, très vite, les jeunes ministres inexpérimentés, lorsqu'ils viennent au Sénat, ils suivent sang et eau, parce qu'ils se disent, ils tombent sur d'anciens ministres en général, en commission, et ils transpirent parce que il y a une certaine exigence. On parlait de la qualité du travail. Ben oui, les commissions au Sénat, elles triturent, elles torturent même les jeunes ministres. Et ça, c'est plutôt bon pour le travail politique en général. C'est ce qui explique aussi, Samuel Le Goff, que certains sénateurs investis par La République En Marche ont du mal aussi dans cette campagne pour les sénatoriales. Il faut déjà avoir une base électorale. La République En Marche n'existait pas en 2014. On peut imaginer qu'un certain nombre de grands électeurs ont rejoint le mouvement 2016-2017, mais combien, où, qui, ensuite vont-ils effectivement voter pour La République En Marche, puisque on ne peut pas dire que la campagne sénatoriale a été une réussite pour le gouvernement, qui annonce un mois avant la suppression des emplois aidés, qui laisse planer le doute sur les dotations aux collectivités locales. Enfin, 2 points qui vont sans doute peser dimanche prochain dans les urnes et qui feront que le succès de La République En Marche sera assez limité à mon avis. Le Sénat restera globalement dans sa configuration actuelle et dans son fonctionnement actuel. C'est-à-dire on ne peut pas s'appuyer sur le Sénat. Par contre, tout gouvernement doit négocier avec le Sénat et souvent le Sénat négocie dur, surtout quand il sait qu'il est un passage obligé et où il a sa liste de courses et il attend. Parce que le Sénat est très patient. Bertrand Mathieu, la négociation sera délicate, difficile. On sait que Gérard Larcher estime que la confiance est rompue avec le chef de l'État depuis les baisses annoncées de dotation aux collectivités. Mais, je crois qu'en effet, le terme qui a été employé est le bon. Je crois que le Sénat possède au plus haut point l'art de la négociation. Je crois qu'on a rarement, avec le Sénat, sauf sur certaines questions, un blocage total. Mais je crois qu'en effet, le gouvernement et sa majorité trouveront au Sénat un négociateur solide sur ses positions, ce qui ne veut pas dire, et le Sénat ne l'a jamais fait,
ça ne veut pas dire que le Sénat empêchera le gouvernement, globalement, de conduire sa politique, sauf qu'il y aura une vigilance, une négociation, point, sur certaines questions, et je crois que c'est une bonne chose, mais je ne crois pas que le Sénat sera véritablement un obstacle. Oui, Jean-Philippe Toujours Desrosiers, été une pour chambre conclure. d'opposition, comme je l'ai dit, mais d'opposition constructive, effectivement, ouvert à la négociation. Alors il y a certains points de blocage parfois, parfois l'affrontement est de la posture politique. Le Sénat ne veut pas céder et le gouvernement veut montrer qu'il est en mesure de passer en force. Mais en général, la plupart des textes, même quand les deux chambres sont de couleurs politiques opposées, sont adoptés à l'issue d'une commission mixte paritaire sans dernier mot à l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est tout à fait profitable. Il faut continuer ainsi et il ne faudrait pas que le président de la République, fort d'une légitimité qui est la sienne, mais qui peut être elle-même tempérée par les conditions dans lesquelles il a été élu et par le temps qui passe, lui laisse l'illusion qu'il peut absolument tout faire sans tenir compte de cette seconde chambre essentielle pour l'équilibre institutionnel. Eh bien, merci à vous Jean-Philippe Merci. Desrosiers, merci Bertrand Mathieu, merci Samuel Le Goff, merci à vous Jean-François Beige. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, l'autorité de régulation des télécoms, l'ARCEP, publie pour la première fois une carte interactive indiquant la vraie couverture des opérateurs de téléphonie mobile sur tout le territoire. C'est un outil très utile pour les consommateurs, mais aussi un pavé dans la mare. Explication Clément Perrault. Voici la carte éditée par l'ARCEP. Elle évalue pour l'ensemble du territoire métropolitain la couverture mobile de chacun des 4 grands opérateurs. Les informations sont détaillées commune par commune. Cette carte est disponible sur le site monréseaumobile.fr. L'ARCEP parle d'un choc de transparence. Ce type de carte était jusqu'ici souvent fourni par les opérateurs eux-mêmes et donc sujette à débat. Là, l'information se veut totalement fiable. Nous payons des sous-traitants qui vont se balader dans les rues de France et de Navarre avec des téléphones et qui vont tester pour vérifier si effectivement ça correspond bien aux déclarations des opérateurs. Donc ces cartes, effectivement, nous mettons notre label d'administration publique sur le fait qu'elles sont fiables. Le but de cette carte est de faire jouer la concurrence pour le bien des consommateurs. La concurrence est un stimulant. C'est une rationalité économique qui pousse les opérateurs à toujours faire mieux, faire plus pour les Français. Mais les fameuses zones blanches dépourvues de réseau correspondent à des bassins de faible population. L'intérêt d'y investir n'est pas toujours évident pour les opérateurs. Un coup de pouce de l'État est aussi attendu. Les opérateurs peuvent faire beaucoup plus qu'ils ne font aujourd'hui. Maintenant, il est possible qu'il y ait besoin d'accompagnement des pouvoirs publics et des collectivités locales et peut-être quelques facilités financières. Prochaine étape, en 2018, l'ARCEP publiera cette fois les données en Outre-mer et des cartes concernant les réseaux 4G. On en sait désormais un peu plus sur le plan climat que Nicolas Hulot veut mettre en place pour respecter l'accord de Paris. Parmi les premières mesures annoncées, une prime de conversion des véhicules polluants, un chèque énergie ou encore un coup de pouce pour changer sa chaudière au fioul. Samia Dechir. C'est aux ménages les plus modestes que Nicolas Hulot a réservé les premières mesures de son plan climat. Les conditions de la prime à la case d'abord changeront dès 2018. Cette aide de 500 à 1000 euros sera étendue à tous les ménages propriétaires d'un vieux véhicule polluant. Elle pourra être obtenue pour l'achat d'un véhicule d'occasion récent et portée à 2000 euros pour les ménages non imposables. Deuxième annonce, le chèque énergie. Ce dispositif avait été testé dans 4 départements pour aider les ménages modestes à payer leurs factures énergétiques. Il sera étendu à toute la France pour bénéficier à 4 millions de ménages. Son montant devrait augmenter jusqu'à 200 euros par an en moyenne. Des mesures jugées encore insuffisantes pour les associations de lutte contre le changement climatique. Les associations de précarité énergétique nous disent qu'il faut un chèque énergie d'environ 600 euros. Donc même à 200 euros plus tard, ça reste insuffisant. Ensuite, par exemple, sur les transports, c'est vrai que certaines personnes peuvent avoir besoin d'aide pour changer de véhicule, mais il nous paraît aussi essentiel de vraiment repenser notre système de mobilité et pour cela de mettre en place des aides pour passer à un autre type de déplacement. Autre volet du plan climat, le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Cette aide aux travaux d'isolation d'un logement est aujourd'hui versée sous forme de crédit d'impôt, soit 1 an après la fin des travaux. De quoi dissuader les propriétaires les plus modestes. Elle sera désormais accordée sous forme de prime dès la fin des travaux, à partir de 2019. La 4e mesure concerne les certificats d'économie d'énergie. Une aide sera versée aux ménages les plus modestes équipés de chauffage au fioul. Ils pourront toucher jusqu'à 3 000 euros pour acquérir un équipement moins polluant.
Alors ces mesures satisfont-elles les associations de défense de l'environnement? On pose tout de suite la question à notre invité, Franck Laval, président d'Écologie sans frontières. Il répond à Tam Trani. Le face-à-face, c'est tout de suite. Franck Laval, bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble des 4 mesures principales du plan climat dévoilées aujourd'hui par Nicolas Hulot. On vient d'en entendre parler, la prime à la casse, le chèque énergie, le crédit d'impôt transformé en prime pour la transition énergétique et puis ce coup de pouce donné pour changer de chaudière. Est-ce que vous vous dites enfin des mesures concrètes après les objectifs dévoilés cet été au mois de juillet ? Alors, ce sont effectivement des mesures concrètes, mais qui ne vont pas dans le sens de la lutte contre la pollution de l'air. Vous êtes déçu ? Non, je ne suis pas déçu. Ce sont des mesures qui sont bonnes pour le climat, d'une manière générale, mais enfin, ce n'est pas ces mesures-là qui vont changer malheureusement la donne du climat. À court terme aujourd'hui, concernant la question environnementale, on a un problème de santé publique, on a un problème de pollution, on a des gens qui meurent, 48 000 personnes meurent de la pollution chaque année, la pollution atmosphérique, et on voit bien dans toutes les mesures, si on veut les détailler un tout petit peu, notamment en parlant du diesel, qu'on ne s'attaque pas au dur, c'est le diesel, on s'attaque plutôt aux questions climat et pas à la santé des Français. Donc la santé des Français, pour nous, c'est lié à la question climatique, là c'est vraiment axé sur les questions climat. Donc quel est le il manque problème quelque chose. pour vous donc dans cette nouvelle prime à la casse ? La prime à la casse, c'est une prime à acheter une nouvelle voiture. Donc non, moi j'aimerais mieux des primes pour prendre le train. Une prime qui ne fait pas la différence entre la voiture à essence et la voiture diesel. Oui, alors il y a une petite différentielle sur le nombre d'années entre la voiture diesel et la voiture essence. Mais enfin, c'est peanuts. Ce sont des voitures quand même. L'essence d'avant 1997 et diesel d'avant 2001. Voilà, il n'y en a presque plus et dans les villes, il n'y en a pratiquement plus. Donc ça, c'est une mesure de toute façon qui sera obligatoire puisqu'il y a certaines villes comme Paris qui n'acceptent déjà plus les véhicules anciens. Donc ça touche pas beaucoup. Donc je pense que c'est une prime malheureusement à l'encouragement à racheter encore des véhicules. Alors il y a une petite ambiguïté, on adore Nicolas Hulot, mais il a dit qu'on allait sortir du véhicule essence dans 20 ans, et là il donne une prime pour des gens... Essence et diesel d'ici 2040, il avait parlé de la disparition... 23 ans, mais en même temps il donne une prime pour qu'on achète encore des voitures. Donc, est-ce que c'est une prime pour les constructeurs? Non. Moi, une vraie prime, c'est une prime pour qu'on sorte de la voiture. Tant est qu'on puisse le faire dans certaines zones, évidemment, zones urbaines. Une prime, par exemple, pour prendre le train, qui est beaucoup trop cher. Une prime pour les ménages les plus défavorisés, pour qu'ils puissent prendre certains transports en vacances, etc. Enfin, il y a tout un tas d'idées qui ne favorisent pas seulement et je ne vais pas citer de marques, des marques françaises qui fabriquent beaucoup de diesel. Donc et puis alors il y a le malus, peut-être on en parlera. Vous pensez qu'il y a un double discours chez Nicolas Hulot entre cet objectif de ne plus avoir de véhicules ni diesel ni essence en 2040 et cette prime à la casse qui effectivement est là pour que l'on rachète des véhicules? C'est un double discours. Je pense qu'il y a toujours cette envie du long terme, comme il dit lui-même, d'arriver à un objectif qui est louable, évidemment, et qui de toute façon se fera, avec ou sans Nicolas Hulot, ou avec ou sans par la force des choses, on va dire. Et un problème spécifique, aujourd'hui, on a un gros problème de pollution de l'air lié aux particules fines, et en France, spécifiquement en France, parce qu'on est un gros parc diesel. Pour vous, c'est le parc diesel qui est à l'origine des problèmes de pollution de l'air. Ce n'est pas le parc automobile vieillissant Alors, si, le parc automobile vieillissant, évidemment. Mais vous savez, les véhicules de 1997, par exemple, quand ils sont sortis en 1997, je faisais déjà des émissions de plateau de télé et on me disait, enfin, nous avons des véhicules propres. Donc, je pense que dans 20 ans, on nous dira, il faut absolument sortir des véhicules qui se sont vendus en 2017. Donc, non, le vrai véhicule, c'est celui qui ne pollue pas, c'est celui qui est plutôt transformé en transport en commun ou des choses comme ça. Donc on n'est pas là on n'est vraiment pas sur une lutte contre la pollution de l'air. Qu'est-ce que vous auriez attendu des véritables annonces en matière de fiscalité écologique par exemple? La fiscalité écologique, c'est l'arme principale. La fiscalité écologique, c'est là que tout se passe. Si on veut changer les choses, c'est par ce biais-là. Donc le biais est important. Mais je prends cet exemple du malus. On a un malus qui va servir à un malus écologique sur les voitures, qui va servir à financer, c'est ce que dit le ministre en tout cas, qui va servir à financer évidemment ces primes à la casse, parce qu'il faut bien les financer puisqu'on est déjà endetté. Ce malus ne concerne pas les diesels. Ce malus ne va pas concerner le diesel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des véhicules, des gros véhicules, pas trop vieux, parce que sinon ils seront primes à la casse, et qui seront diesel, et qui rentrent encore dans la production de particules fines, qui impactent sur la santé des gens et sur l'économie. N'oublions pas, nous sommes au Sénat. Le Sénat a produit, il y a 3 ans, un rapport économique sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, on se le rappelle. 100 milliards. Donc, s'il y a des économies à faire, au lieu de distribuer des petites primes, c'est peut-être de s'attaquer à la pollution de l'air qui coûte 100 milliards d'euros, dixit le Sénat,
C'est pas les écologistes qui le racontent comme d'habitude. Donc là, vraiment, il y a quelque chose à faire. Donc je trouve qu'il n'y a pas de lien suffisamment fort entre cette grande question de la pollution de l'air et puis bon, il y a alors c'est pas dans les annonces, mais ça a été dit dans les interviews, toujours cette idée qu'on va repousser éternellement cet alignement de la fiscalité diesel-essence, qui est le signal pour que les gens commencent à acheter moins de diesel en France, cette égalité de la fiscalité. Vous le disiez, vous aimez bien Nicolas Hulot, bien sûr, pour son combat en faveur de l'environnement. Est-ce que vous croyez dans le ministre Nicolas Hulot ? Oui, je pense qu'il fait ce qu'il peut. Mais justement, est-ce que ce n'est pas là la question ? Est-ce que vous pensez qu'il aura le poids suffisant pour avoir des arbitrages en sa faveur dans ce gouvernement ? Écoutez, on est à un tel niveau de dégradation de l'environnement, pour faire simple, qu'il faut faire son travail partout où on l'est. Il est ministre, il va faire ce qu'il peut. Nous, les associations, avec nos petits moyens, on fait ce qu'on peut, relayé par la presse, heureusement. Les scientifiques aussi produisent. Chacun à son niveau doit faire. Je ne vais surtout pas blâmer Nicolas Hulot, mais il faut dire que là, ils ont raté quand même quelque chose. Je dis il parce que c'est quand même le gouvernement qui annonce ces mesures. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il va avoir vraiment des difficultés à faire son travail ? On pense par exemple aux annonces d'Emmanuel Macron qui dit vouloir réduire les exigences en matière de normes environnementales et sociales pour construire plus de logements neufs. Ça va complètement à l'encontre de toutes les mesures en faveur de l'environnement. Oui, c'est plus que ça. Ça va à l'encontre de la parole des assemblées. N'oublions pas que la loi Grenelle 1, la loi Grenelle, a été votée à l'unanimité des parlementaires, donc gauche et droite. C'est quelque chose qui est très cher à En Marche et à Emmanuel Macron. Tout le monde avait été, tout le Parlement avait été d'accord pour voter cette loi. Et dans cette loi, la question du bâtiment et la performance énergétique des bâtiments était au centre. Donc ça, c'est une contradiction avec ce qui est de plus important. L'unanimité dans un Parlement, ça arrive si peu. Donc là, c'est vraiment un retour. Ça serait un retour. On va voir les annonces sur le bâtiment. Ça serait un énorme retour en arrière. Ça serait ce serait totalement stupide parce que les entreprises s'y sont mis. Les entreprises travaillent dans ce sens. On va dire que les entreprises sont peut-être plus en avance souvent que les décideurs politiques. Ça serait vraiment ça serait le comble. Alors on va essayer de parler un petit peu des autres mesures de ce plan climat. Parmi les autres mesures importantes, il y a le chèque énergie qui a été expérimenté dans 4 départements et qui va être généralisé à 4 millions de ménages aux revenus très bas et ça va les aider à payer leur facture d'énergie. Est-ce que là, pour le coup, est-ce que ce n'est pas une bonne chose ? C'est une très bonne chose, mais comme le disait notre collègue du réseau Action Climat, c'est vrai, alors on va pas dire que c'est toujours peu, mais c'est vrai que ça va pas être la déflagration. Ça révolutionne pas. Non, c'est pas la révolution, mais c'est un bon début. C'est un bon début. Et alors, je dirais c'est un symbole malgré tout assez fort. C'est-à-dire que la question, ça peut faire comprendre aux classes défavorisées, aux ménages les plus en difficulté, que l'écologie, en réalité, c'est pas un truc de bobos et de riches, c'est justement, et ça c'est le discours de Nicolas Hulot, et là-dessus on est d'accord avec lui, c'est justement les plus précaires qui souffrent de la question environnementale. Justement, donc c'est une bonne mesure, plutôt dans le symbole. Mais on a vu que justement, pendant l'expérimentation, il y avait eu quelques difficultés. Certains prenaient le chèque pour de la publicité, le mettaient directement à la poubelle. Et puis, il y a ce que vous dites, les sommes qui sont quand même jugées très insuffisantes. Et là, le barème serait de 48 à 227 euros par an. Ça reste tout de même peu. On est effectivement au niveau du symbole. Pas grand-chose, effectivement. Donc c'est seulement pour le symbole que ça compte, ça va dans le bon sens malgré tout. On va dire que c'est un symbole qui donne un signal à la population comme quoi l'écologie, c'est pas juste favoriser certains milieux. Donc sur ce côté-là, je trouve que c'est un effet pédagogique, on va dire. Autre mesure intéressante, le coup de pouce donné pour changer les chaudières jusqu'à 3 000 euros pour le coup pour les ménages les plus modestes. Alors ça c'est concret. Ça c'est une vraie somme. C'est une vraie somme. Alors vous allez dire quand les écolos râlent tout le temps, mais je vais quand même y mettre quelque chose. On n'a pas vu tous les détails, évidemment. Nous on s'est battu contre quelque chose qui est absolument impopulaire. On s'est battu contre les feux de cheminée. Mais on ne s'est pas battu contre les feux de cheminée parce qu'on n'aime pas les feux de cheminée, c'est parce que les feux de cheminée, Dixit, Air Paris, Dixit, tout un tas d'organismes, produisent des particules fines en quantité importante, notamment dans la vallée de Chamonix où c'est 50% de la pollution. Bon. Et là, il y a quelque chose à faire. On aurait pu, au lieu de partir dans tous les sens, cibler uniquement les gens qui se chauffent, parce que les gens précaires se chauffent peut-être souvent
qu'avec des cheminées sans foyer. Hein. Vous savez, des cheminées qui récupèrent pas justement les particules, sans insert, je cherchais le mot. Là, on aurait pu cibler et c'était plus direct et ça avait d'impact dans 3-4 régions de façon plus... Bon, voilà, c'est petite critique là-dessus. On pouvait faire un petit peu mieux, donc. Plus ciblé. Un mot peut-être sur le contexte dans lequel s'inscrit toute cette action, le plan climat. On sait qu'on est dans un contexte écologique mondial très compliqué depuis l'élection de Donald Trump et depuis son retrait, bien sûr, des accords de Paris. Oui, alors si Donald Trump réouvre certaines productions de charbon, je crois des montagnes Appalaches qui ont été plus ou moins fermées par Obama, les mesures dont on vient de parler, c'est triste à dire, mais c'est rien. Mini goutte d'eau, voilà, c'est ça. Donc effectivement, la bataille, elle est plutôt la bataille est sur le charbon dans le monde. La vraie pollution dans le monde et la pollution, alors directe, impact direct sur la santé, mais aussi impact direct sur le climat, c'est vraiment le charbon. Le charbon, c'est 20-30 fois la pollution atmosphérique produite par certains véhicules. Donc vous voyez, si on veut hiérarchiser les choses, mais on peut faire déjà chez nous ce qu'on a à faire par rapport au diesel. Pour conclure, vous voyez quoi? Vous voyez plutôt le verre à moitié plein ou un quart plein, ou est-ce que vous voyez le verre à moitié vide dans toute cette action? Un quart plein, ça me plaît. Comme ça, je ne parle pas de verre 3 quarts vide. Merci beaucoup, Franck Laval, d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci à vous, Tam. L'horizon social du président de la République s'assombrit chaque jour un peu plus. Les appels à défiler ou à faire grève se multiplient. 2 manifestations auront lieu cette semaine. Le spectre d'une coagulation des conflits sociaux est pris très au sérieux par l'exécutif. Ce matin, ce sont les routiers qui, à leur tour, ont voulu dire leur colère contre la loi travail. Héloïse Grégoire. C'est au tour des routiers de monter au créneau contre la loi travail. Lille, Calais, Rouen, à l'appel de la CFDT et CFTC, des opérations escargots se sont organisées aujourd'hui partout en France. Une centaine de manifestants se sont rassemblés ce matin devant le ministère du Travail. Une délégation a été reçue par le cabinet de Muriel Pénicaud avec comme mot d'ordre être entendu. On n'est pas ici pour rien. Alors, ou c'est un retrait de ces ordonnances, ce qui serait magnifique, les 3 ordonnances qui nous posent vraiment des problèmes, ou alors c'est un aménagement au niveau du transport spécifique à nous qui permettrait au moins que dans les TPE-PME, on ne puisse pas laisser tout faire parce qu'on ne comblera pas les emplois de cette façon-là, malheureusement. Ce n'est que le début, les syndicats de routiers lancent 2 appels distincts. Lundi prochain, c'est au tour de la CGT et FO de manifester, soulignant un front syndical désuni. C'est vrai que la CFDT aujourd'hui, on est dans la rue. Bon, c'est vrai que tous les syndicats ensemble, ce serait peut-être mieux, mais bon, c'est déjà un premier pas. Hein. Les appels à faire grève se multiplient. L'exécutif se prépare à faire face à une coagulation des conflits sociaux. Jeudi 21 septembre, la CGT avec Solidaire et la FSU prendront à leur tour le relais. La France insoumise, sous la bannière de Jean-Luc Mélenchon, défileront à leur tour samedi prochain. Le leader du parti parie sur une multiplication des colères pour créer un effet boule de neige. La contestation sociale peut-elle faire tache d'huile? On en parle tout de suite dans le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Daniel Tartakovsky, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 8, spécialiste des mouvements sociaux. Merci d'être avec nous. Jannick Halimi, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Merci d'être avec nous. J'accueille également Michel Noblecourt. Bonjour. Vous êtes éditorialiste au Monde, spécialiste du syndicalisme. Et Frédéric Dabi, bonjour. Vous êtes politologue, directeur général adjoint de l'IFOP. Merci à tous les 4. Première question pour vous, Jannick Halimi, puisqu'on voit effectivement tous ces mécontentements qui peuvent s'agglomérer avec aujourd'hui. On le voyait dans le reportage d'Héloïse Grégoire, les routiers qui à leur tour menacent de bloquer le pays. L'exécutif devrait-il prendre davantage au sérieux ces menaces de blocage selon vous? Écoutez, moi je pense qu'il les prend au sérieux. Je ne pense pas qu'il sous-estime l'impact que pouvait, que pourrait, qu'aurait pu, que pourra encore avoir cette réforme qui est une des réformes clés du quinquennat d'Emmanuel Macron pour lutter contre le chômage. Donc il ne les sous-estime pas. Maintenant, il compte bien sûr, passer de toute façon, faire passer sa réforme. Il a différentes façons de le faire. Neutraliser les syndicats les uns les autres. On voit déjà tout de même qu'ils sont divisés. Je pense que vous l'avez dit et répété, Force ouvrière, en tout cas la tête de Force ouvrière, une partie de ses troupes également. La CFDT ne s'agglomère pas à la CGT. On va voir comment vont se passer les autres réformes annoncées en termes sociaux. Il y a certainement matière pour le gouvernement de marchander
demandé de faire du donnant-donnant, et je pense qu'il table sur le fait que les différentes mobilisations auxquelles vous faites allusion ne vont pas s'agglomérer, mais au contraire s'atomiser. Ouais. Frédéric Dabi, c'est vrai qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron l'a répété, ce n'est pas parce qu'on entend la colère qu'on doit y céder. Ce message, pas question donc de laisser la rue gouverner, c'est une erreur selon vous? Comment c'est ressenti dans l'opinion? Déjà, il y a l'idée que c'est le début de mandat, donc il y a une légitimité plus forte pour le pouvoir en place. On n'est pas dans le contexte de la loi El Khomri, François Hollande, Manuel Valls, où il y avait le sentiment que ce n'était pas dans le programme présidentiel de François Hollande, que la réforme arrivait comme ça en fin de mandat. Là, le gouvernement a quand même très fortement les coups des franches, même si il y a dans l'opinion publique le sentiment d'un déséquilibre. Dans cette loi, on retrouve les mêmes leviers que lors de la loi El Khomri, un sentiment de déséquilibre entre une loi, et c'est des chiffres IFOP Humanité de ce week-end, dont on a l'impression qu'elle va donner plus de pouvoir aux chefs d'entreprise et qu'elle va moins favoriser la protection des salariés. Ce qui est compliqué, c'est que ça enracine ce quinquennat à travers le prisme d'une certaine injustice. Lorsque les Français parlent spontanément des 150 premiers jours d'Emmanuel Macron, il y a ce sentiment, les APL, ce n'est pas juste, la hausse de la CSG, ce n'est pas juste, et cette loi travail, cette loi du Code du travail enracine ce quinquennat, un peu ce qu'on avait eu au moment du quinquennat de Nicolas Sarkozy, le quinquennat, le président des riches. De la même manière, il avait dû, à la rentrée 2007, affronter un mouvement social très fort pour la réforme des régimes spéciaux. Il y avait plus de monde dans la rue, je pense que votre contrôle, que là, ce qu'on a vécu la semaine dernière. Mais le début de mandat lui avait permis, je dirais, d'emporter l'affaire. Maintenant, la question d'une contagion, c'est toujours catastrophique et très dangereux pour un pouvoir, mais par définition, personne ne peut dire aujourd'hui s'il y aura contagion et donc, je dirais, étincelle du mouvement social. Ouais, Michel Noblecourt, c'est vrai que pour qu'il y ait contagion, il faut qu'il y ait une sorte de convergence des luttes. Alors, Yannick Halimi le rappelait, pour l'instant, il y a une division syndicale, ça arrange bien le gouvernement. Et pour autant, eh bien, on voit que les syndicats essaient de montrer qu'il y a une destruction du modèle social français pour justement coaguler tous ces mécontentements. Qu'en pensez-vous ? Oui, la coagulation, c'est un exercice très compliqué. Effectivement, c'est difficile de dire aujourd'hui si elle va avoir lieu ou non. Ce que l'on peut observer aujourd'hui, c'est que les dates choisies, par exemple par les syndicats de routiers de la CGT et de FO pour lancer leur action avec des blocages prévus, éventuellement des blocages de dépôts de carburant, ne sont pas lancés le 21 septembre. Le jour de la seconde journée d'action de la CGT, ils sont lancés le 25. Que les fonctionnaires ne font pas grève le 21 septembre, ils font grève le 10 octobre. Donc pour l'instant, on a effectivement une dispersion, en sachant que par ailleurs, la CGT, lorsqu'elle a organisé sa première journée d'action, le 12 septembre, elle avait élargi ses mots d'ordre. Ce n'était pas seulement la réforme du Code du travail, c'était aussi toutes les mesures qu'elle reproche au gouvernement, qu'elle qualifie d'antisociales. La hausse de la CSG, les réductions d'effectifs chez les fonctionnaires, le gel du point d'indice, etc., etc. Donc, pour l'instant, on est toujours effectivement dans une scène très, très dispersée, très éclatée. Alors après, voilà, est-ce qu'il y aura tout d'un coup une étincelle qui mettra le feu aux poudres? Je suis absolument incapable de le dire. Alors peut-être la réponse de l'historienne Danielle Tartakovsky. Dans l'histoire justement des mouvements sociaux, est-ce qu'il y a des ingrédients qui font penser justement à une convergence des luttes et à une grève qui pourrait s'installer? Les ingrédients sont là. Je pourrais ajouter à tout ce qui a été dit la rentrée universitaire, qui risque d'en rajouter un tout petit peu, qui est un ingrédient quelquefois un peu plus explosif que les autres. Bien évidemment, il ne suffit pas des ingrédients, et je souscris totalement à ce qui a été dit, pour que l'étincelle produise le mouvement social. Il me souvient de l'automne 95, je ne suis pas du tout en train de dire que l'histoire va se répéter du tout, mais en 95, on avait vu progrès dans le monde. Le monde faisait état de toute une série de luttes en ordre totalement dispersé, dans ce qui s'appelait la page sociale. Et puis, et à un moment donné, apparaît un bandeau. Et alors moi, j'y fais tout le temps référence quand je travaille sur les mouvements sociaux. Il y a un bandeau qui traverse la page et il y a marqué mouvement social. À ma connaissance, c'est l'émergence dans le monde de ce qui n'est pas un concept, de ce qui est un mot valise, mais qui en l'occurrence traduisait la convergence. Alors l'histoire ne se répète jamais, et certainement pas. Une différence fondamentale, c'est que 95, le soutien de l'opinion, le concept de grève par procuration dans le privé avait été alimenté par le fait que rien n'était dans le programme
programme de Jacques Chirac. Bien sûr. Et là, on n'est pas dans ce cadre-là. C'est à contrario, puisque Jacques Chirac avait fait toute sa campagne sur la fracture sociale. La France pour tous. Et donc il y avait le sentiment d'une trahison par rapport au thème qui avait porté la campagne. Là, Macron, effectivement, Puis ça s'est appuyé sur la SNCF. Que tout ce qu'il met en œuvre, il l'a dit. 95, ça s'est appuyé sur la SNCF, où il y a eu 3 semaines de grève. 3 semaines de grève, ce qui est très important, ce qui est très long quand même. Donc, effectivement, lorsque les trains ne roulent plus, ça donne déjà tout de suite une certaine ampleur à un mouvement social. Alors j'ajoute que les ingrédients sans perspective politique, c'est toujours un peu plus compliqué que les ingrédients quand on sait à peu près où on veut collectivement aller. Alors. Oui, c'est ce que, alors là encore, loin de moi l'idée d'injurer l'avenir, on ne sait pas ce que ces ingrédients, comme nous disons là, peuvent donner si l'étincelle va provoquer un incendie. Mais effectivement, je pense qu'il y a quand même 2 éléments différents. On raisonne, je raisonne bien évidemment par rapport à 95, puisque ça semble être la référence. Le fait qu'il n'y a pour le moment pas de relais politique. Les Républicains sont plutôt favorables globalement à cette réforme. Le Front National... Ils ont rarement été un relais des syndicats, les Républicains. En plus, vous avez raison, mais quand même, vous avez totalement raison. Mais tout de même, je précise, ils auraient pu l'être, par exemple, pour les... Je ne sais pas, on n'en sait rien. Par rapport aux retraités, par rapport... Vous voyez, on ne sait pas. Il y a peut-être des retraités aussi qui vont avoir leur mot à dire, qui ont peut-être un pouvoir de blocage moins grand que les cheminots ou les routiers, je ne sais pas, mais tout de même. Et à gauche, vous avez raison, c'est plutôt là que ça pourrait se passer. Les socialistes, où sont-ils? Combien de divisions? Les partis communistes également. Et puis, il reste la France insoumise, qui est bien seule, qui est effectivement le relais possible, mais dont l'effet porte-voix est quand même neutralisé, relativisé, en tout cas par le fait qu'il est seul. Le Parti communiste n'a aucune alliance, aucun soutien, aucune unité avec le Parti communiste, encore moins avec les socialistes. Et le deuxième élément, pardon, je m'arrêterai là, c'est que peut-être qu'en 95, il y avait dans l'opinion publique tout de même un soutien au moins objectif à tout ce qui était. Il était très élevé. Voilà. Tout ce qui était, on touche aux acquis sociaux. Il me semble aujourd'hui, 22 ans après, que des mouvements qui pourraient se déclencher de la part des cheminots en faveur de leur propre régime spécial de retraite ou encore des fonctionnaires pourraient ne pas avoir le même soutien de l'opinion publique aujourd'hui. Ouais, et pour autant, les ordonnances, ça touche tout le monde, encore aujourd'hui. Un sondage via Voice disait que... Il y a un problème du débouché. Je veux dire, une action syndicale peut-être être conçue seulement, il y a, comme disait Daniel Tartakovsky, effectivement le débouché politique, mais il y a aussi le débouché en termes de résultats. Il faut se souvenir quand même que en 2010, il y a eu un mouvement très important contre la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy, où tous les syndicats étaient ensemble, avec des manifestations d'une très grande ampleur, rien à voir avec ce qu'on a connu là, le 12 septembre, ou même ce qu'on a connu avec la loi El Khomri, et que depuis 2006, jamais, depuis le CPE, le contrat de première embauche, jamais les syndicats n'ont réussi à faire reculer un gouvernement. Et en 2006, là aussi, la mobilisation était beaucoup plus importante que ce qu'on observe aujourd'hui. Oui, si je peux relayer. Et ensuite, en 84, on a eu cette manifestation pour la défense de l'école libre, très puissante manifestation. Oui, voilà. Qui est venue à bout d'un projet de loi du ministre qui la portait et du gouvernement qui allait avec, même s'il y avait d'autres raisons pour la chute du gouvernement Mauroy. Et c'est vrai et on oublie trop que c'est la droite qui a initié finalement cette séquence. On a une séquence qui s'est ouverte en 84 et qui se termine avec le CPE 2006, où la rue se met à fonctionner, et d'aucuns le disent quasiment en ces termes ou même en ces termes, comme une modalité de référendum d'initiative populaire. Ce qui fait que lorsqu'au moment de la réforme des retraites ou au moment de la manif pour tous, il y a un échec, les manifestants ne comprennent pas, mais que se passe-t-il? On est beaucoup plus nombreux et ça ne fonctionne plus. Alors entre les deux, il y a Raffarin, la rue ne gouverne pas. C'est-à-dire la volonté non seulement de faire passer à tout prix la réforme des retraites, et c'est clair que du point de vue de la conjoncture politique, nous sommes sans doute plutôt dans ce cas de figure, et me semble-t-il quand Raffarin emploie cette formule dont on sait bien qu'elle est provocatrice, c'est comme la grève, on ne la voit pas, la volonté de casser l'instrument qui va avec. C'est-à-dire la il est dans cet état d'esprit, Emmanuel Macron, lorsqu'il dit ce n'est pas parce qu'on entend la colère qu'on doit y céder, c'est exactement les propos de
de Jean-Pierre Raffarin, ce n'est pas la rue qui gouverne. Il y avait la phrase de Nicolas Sarkozy qui, un peu bravage, dit maintenant, lorsqu'il y a une grève, ça ne se voit plus, l'usager n'est plus touché. C'était dans les années 2008-2009 avec la loi sur le service minimum. C'est vrai qu'il y a un avant et un après 2006. 2006 que personne n'avait vu venir, puisqu'il y avait eu une popularité forte pour Dominique de Villepin, des 100 jours réussis, le CNE, donc le contrat de nouvelle embauche qui était bien passé, le CPE en fait apparaissant comme une sorte de déclinaison. Là, c'est vrai que 2010 a très fortement coûté. Il y a une participation importante de la jeunesse. Oui, voilà. Et il y avait d'une part la participation de la jeunesse. Et là, c'est vrai que s'il y a étincelle, pour reprendre les termes qui ont été utilisés, le risque, c'est la jeunesse, mécontente sur les APL. Emmanuel Macron, dans nos enquêtes de popularité, a perdu beaucoup plus chez les jeunes que chez les personnes âgées, qui a été un carburant la baisse électoral. des APL aussi, la question des admissions post-bac. Les admissions post-bac, où il y a toujours des cas qui ne sont pas réglés dans un contexte de rentrée universitaire. Et puis, comme le disait Jenny Calimi, c'est le premier mouvement social post cette séquence électorale particulière où la bipolarisation a définitivement été mise entre parenthèses, où il y a cette concurrence avec cette gauche extrêmement éclatée, puis il y a une concurrence politique au mouvement syndical. Il y a cette journée d'action du 21 septembre, il y a aussi le 23 septembre avec une France insoumise qui veut être hors les murs de l'Assemblée nationale et peut-être concurrencer le mouvement social, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Il y a quand même des ingrédients de division, de dispersion qui, pour le moment, ici et maintenant, si je puis dire, sont plutôt des bonnes nouvelles pour le gouvernement. Ouais. Oui, moi je pense que ça a été dit, mais je pense que Emmanuel Macron reste droit dans ses bottes, mais pas droit dans ses bottes à Alain Juppé, c'est-à-dire que je fonce droit dans le mur peut-être, j'en sais rien, mais parce qu'il est convaincu qu'il a été élu sur ce contrat social, en tout cas ce contrat électoral avec ses électeurs, donc sur la base de réformes à faire. Donc il y a vraiment pour lui ce pacte avec ses électeurs, avec l'opinion publique, avec la France en général, qui est de continuer d'aller au bout des réformes annoncées. Il y a aussi cet engagement ou cette caution qu'il a pris vis-à-vis de Bruxelles de faire et de mener à bien très vite les réformes structurelles qu'il a annoncées pour pouvoir après avoir un peu, peut-être espère-t-il, de marge de manœuvre financière et puis de mener à bien son grand projet européen sur lequel il va certainement revenir dans les semaines prochaines. Lui reste tout de même un défi. Il s'en rend compte, il a changé, vous vous souvenez, il y a un mois, toute son équipe de communication. Ça dépasse la communication en tant que telle, bien sûr. C'est qu'il faut qu'il évite les couacs, c'est-à-dire on baisse les APL, alors qu'il avait dans son escarcelle une vraie, on est pour, on est contre, mais enfin une réelle réforme du logement. Donc il faut qu'il structure un peu mieux la façon dont il présente, dont il lance et dont il donne un sens à ces réformes qui pourraient être quand même quelque part pas impopulaire, parce que ça irait à l'encontre de tout ce que certains d'entre nous viennent dire, mais enfin qui pourrait irriter quand même le poil de certains et de toute façon irriter la sphère politique pour des raisons politiques au sens petite du terme, j'allais dire. On est dans une situation un petit peu paradoxale parce qu'un des reproches qu'Emmanuel Macron faisait à François Hollande, dont il avait été... je ne veux pas dire l'élève, mais enfin le disciple en tout cas, était de ne pas faire assez de pédagogie. Et là, Emmanuel Macron dit « j'ai pas besoin finalement de faire de la pédagogie puisque j'ai annoncé dans ma campagne », ce qui est vrai et faux. C'est vrai qu'il a annoncé qu'il allait effectivement réformer le Code du travail, mais on ne savait pas très bien ce qu'il allait faire précisément. Donc il n'y avait pas beaucoup d'indications sur le contenu. Et par ailleurs, il n'a pas été élu là-dessus pour ça. On sait très bien les raisons pour lesquelles il a eu 24% au premier tour et il a été élu largement au second. Donc il y a effectivement de la part d'Emmanuel Macron aujourd'hui, à mon avis, un manque formidable de pédagogie sur cette réforme. On ne l'entend pas. Dont il est conscient. Quand on l'entend, c'est pour fustiger les fainéants et les cyniques et les conservateurs, ce qui n'est pas forcément d'une adresse folle. Mais je me demande si les fainéants, ce n'est pas un petit peu la même stratégie que la grève, on ne la voit pas, ou que la rue ne gouverne pas, c'est-à-dire on fait monter le mouvement et on tient. C'est un jeu dangereux. Mais là, il dit que les fainéants, c'était plutôt ses prédécesseurs au pouvoir qui n'ont pas osé ces explications même penser... sont incompréhensibles et inaudibles. Donc aller au bout de ces réformes. Elles sont venues ensuite, elles étaient inaudibles. Il a reçu les fainéants il y a 3 jours à l'Élysée en plus. Tout de même, je pense qu'il a... Pardon, Michel Noblecourt, il a quand même changé là, de registre Emmanuel Macron, même si lui-même, je suis d'accord avec vous, ne va pas au charbon pour expliquer, donner un sens à ces réformes. Je pense qu'il en a pris conscience, encore une fois, il a de ce manque de pédagogie. Il a changé
changé de communicant à l'Élysée. Ce que font là les députés La République En Marche là, dans leur journée parlementaire, on s'engosse, mais c'est pas grave. Enfin, le team building, le fait de prendre des cours de média training, etc. Au-delà de bien savoir parler, au moment de la reprise des travaux parlementaires. Voilà, c'est savoir quoi dire aussi. Donc il y a une prise de conscience. On disait aujourd'hui que bien pour l'instant les conflits sont circonscrits. L'opinion n'est pas dans un état d'esprit de révolte. Ça, c'est justement Gilles Legendre, qui est le vice-président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, qui le dit. Alors. Il est dans son rôle en le disant. C'est vrai que la séquence électorale est relativement récente. N'oublions pas le chiffre, pour moi, majeur des élections législatives. Pour la première fois sous la Ve République, une élection nationale, il y a eu une abstention qui a dépassé 50% au premier comme au deuxième tour. Donc, c'est vrai qu'il y a eu ce sas électoral. Il n'y a plus de rendez-vous électoraux, élections sénatoriales, mis à part jusqu'en mai 2019, il y a quand même, et je partage complètement ce qui vient d'être dit, un problème de communication et de pédagogie des réformes. Il y a eu beaucoup d'images pendant l'été, pas de son, et on le voit dans les enquêtes de l'IFOP, celles qu'on fait à chaque quinquennat au moment des 100 jours, la part des Français qui ne se prononcent pas, un sondage, c'est pas seulement dire on est pour, on est contre, c'est je ne sais, je ne sais pas, est beaucoup nettement supérieur à ce que l'on mesurait sous François Hollande ou sous Nicolas Sarkozy, dans un contexte où n'oublions pas, Emmanuel Macron est extrêmement exposé. Son gouvernement de techniciens, d'experts, l'avatar, c'est qu'il y a très peu de relais. Muriel Pénicaud reste très peu connu des Français. Édouard Philippe est dans une phase de construction de sa visibilité, de sa notoriété. Dans ce cadre-là, il est absolument essentiel qu'Emmanuel Macron parle plus pour faire la pédagogie de ses réformes et surtout donner un sens et une cohérence. Daniel, oui, je voudrais revenir un peu sur les manifestations. Oui, parce qu'on voit bien que ça n'a. Il est clair qu'au retrait des ordonnances, l'exécutif est fragilisé. Cette semaine n'était pas quelque chose de gigantesque, mais néanmoins. Tous les journalistes se sont accordés à dire qu'elle avait à peu près l'ampleur de la première des manifestations contre la loi El Khomri. Or, il y avait moins d'organisateurs, la fonction publique n'était pas là. C'était une manifestation importante qui était très appuyée. Enfin, moi, il y avait beaucoup de trentenaires, il y avait beaucoup de quadras. Enfin, on était quand même très dans les forces vives, me semble-t-il. On n'était pas dans les vieux de la vieille à qui on serre toujours la main. C'est sympathique, mais FO était hostile à la manifestation. On a bien vu qu'une partie des fédérations était présente départementales ont participé aux manifestations. Donc, personne ne connaît la fin de l'histoire. Alors, Michel Noblecourt, ensuite, d'accord avec vous, mais il ne faut pas oublier non plus que la loi El Khomri, donc effectivement avec un pouvoir finissant et très impopulaire, a donné lieu à 14 journées d'action. 14 journées d'action. Ça n'a pas fait reculer d'un pouce le gouvernement. Alors il est passé par le recours à l'article 49.3. Là, on ne voit pas très bien, honnêtement, à moins que tout d'un coup le pays soit à feu et à sang, que tous les dépôts de carburant soient bloqués, ce qui paraît quand même assez peu probable. On voit mal Emmanuel Macron reculer. Il faut attendre que le Parlement siège, peut-être aussi, Michel Noblecourt. On peut prendre une importance que... Il faut attendre il y a quand même un élément aussi, si tant est qu'il se confirme, qui peut servir l'agenda gouvernemental et présidentiel, c'est qu'il y a une reprise économique qui est encore tâtonnante, mais enfin qui se confirme. On voit les créations d'emplois qui s'ajoutent aux créations d'emplois. On n'en est pas encore à l'inversion de la courbe, quoique ça baisse un petit peu. Je parle sous votre contrôle. Oui, donc ça, c'est ressenti par la population. Je suis d'accord, pas encore, mais ça va peut-être finir par faire. En tout cas, on est dans c'est plutôt mieux d'avoir des créations d'emplois et d'avoir un peu plus de croissance que d'en avoir moins, même si je suis d'accord avec vous. Cela dit, pardon, juste pour continuer sur le fait que je suis d'accord, le gouvernement a très très mal communiqué. Les réformes sur lesquelles tout de même, moi je pense que l'opinion publique et les électeurs se sont prononcés, contrairement en faveur en élisant Emmanuel Macron, contrairement à ce que vous sembliez dire tout à l'heure, n'étaient pas totalement précises. Mais pourquoi ? Je pense parce qu'il y a justement dans la vision et dans la méthode d'Emmanuel Macron cette volonté de laisser les partenaires sociaux discuter. Donc c'est aussi à eux à faire le contenu de cette loi réforme travail. On voit ce qui se passe sur accord de branche, pas accord de branche. Eux disent que la concertation n'a pas été suffisante. Il y a eu des discussions. Quand les résultats s'aboutissent à ce que les congés maternité ou à ce que le nombre de jours de congés pour la maladie d'enfant ne soit plus les mêmes une petite entreprise à une grande entreprise ou une entreprise à une autre, je ne suis pas tout à fait sûre que ceux qui avaient espéré suivre mais on peut pas. Emmanuel Macron avait beau jeu dire je ne peux pas être totalement précis.
dans la mesure où je laisse, disait-il, les syndicats et les organisations patronales, sinon négocier, en tout cas discuter. Frédéric Dabi. Il y avait peu de doute sur cette histoire. Et ensuite Frédéric Dabi. Il a laissé effectivement, il faut lui reconnaître ça. On pouvait imaginer au départ que justement, fort de cette légitimité entre guillemets électorale, il allait prendre la méthode du bulldozer, ce que laissait présupposer le recours aux ordonnances. Or, c'est vrai qu'il y a eu 3 mois de concertation et de véritable concertation. On ne peut pas dire le contraire. Bon, la CGT s'est plutôt mis hors jeu dès le départ, mais les autres syndicats ont participé et effectivement, ils ont fait bouger des lignes. Moi, je ne dis pas, je considère effectivement qu'à l'arrivée, c'est un texte tout à fait déséquilibré, mais ils ont fait bouger des lignes, et notamment sur un point qui est pas du tout négligeable et qu'on oublie souvent, sur le rôle des branches. Donc les branches ont été, qui avaient été complètement zappées par la loi El Khomri, eh bien, ont été réhabilitées dans un certain nombre de domaines. Elles contrôlent, elles verrouillent et elles ne permettent pas aux entreprises de faire n'importe quoi. D'ailleurs, pour un peu abonder sur ce que vous venez de dire, les critiques sur la méthode qui était absolument omniprésente de la loi El Khomri et le 49.3 qui avait presque fini par cannibaliser le contenu du projet sont nettement moins présentes dans les enquêtes qualitatives que l'IFOP peut mener, même si, et ça vient d'être dit, sur tel ou tel aspect, si le sentiment est que cette réforme est très déséquilibrée, c'est le cas pour l'instant, et qu'elle est injuste, ça peut quand même couper Emmanuel Macron d'une partie de son carburant électoral. N'oublions pas, il fait du ni gauche ni droite et gauche et droite, il donne peut-être plus de gages à son hémisphère droit depuis le début du quinquennat, mais son cœur de cible, si je puis dire, son cœur électoral, ce sont ses électeurs, presque 50% d'électeurs de François Hollande de la présidentielle de 2012, qui n'ont pas voté ni pour Benoît Hamon, ni pour Jean-Luc Mélenchon, mais qui ont choisi le candidat Macron. Et là, si le sentiment d'injustice, de déséquilibre s'enracine, quand bien même le mouvement social ne prend pas, là, il peut y avoir un danger à moyen terme pour le président. On dit qu'Emmanuel Macron a gagné la présidentielle grâce à la gauche, grâce aux voix de gauche, et les législatives grâce aux voix de droite. Il y a juste un élément, je parle vraiment sous votre contrôle, là où il y a peut-être encore du grain à moudre, c'est au niveau des ordonnances. Je crois que l'ordonnance numéro 4 donne à l'État, à l'exécutif, au pouvoir public, la possibilité de bloquer l'extension d'un accord de branche. Je ne veux pas être trop technique, mais du coup, si cette ordonnance numéro 4, le gouvernement a accepté de ne pas la ratifier, de la retirer, je ne sais pas ce qu'il faut dire, là, ça pourrait calmer, désamorcer encore un peu plus certaines appréhensions de force ouvrière, voire de la CFDT. Et puis c'est les moyens aussi, c'est les moyens des syndicats, parce qu'il n'y a pas pour l'instant, il y a un vide dans les ordonnances, c'est ce qui concerne les moyens qui vont être donnés aux représentants syndicaux, y compris par exemple dans la nouvelle structure qui sont la fusion des institutions représentatives du personnel, savoir quels vont être les droits que vont avoir les délégués en nombre d'heures, en crédit d'heures de représentation, en nombre de titulaires. Et là-dessus, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Alors, il peut jouer sur cette corde, effectivement, par rapport notamment à la CFDT et à FO, qui ont besoin d'avoir quelques garanties supplémentaires par rapport à leur course de vitesse. Ça sera le mot de la fin. Macron sur la CFDT, sur FO. Absolument. Eh bien, merci. Merci Daniel Tartakovsky, merci Jannick Halimi, merci à vous Michel Noblecourt, merci Frédéric Dabi, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, la nouvelle formule dont va plus loin présentée par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée et à demain, 16h30.